Voilà, notre émission aujourd'hui est consacrée à l'orientation et à un événement tout particulier, la Nuit de l'orientation qui se déroule ce jeudi 1er mars de 17h à 20h au Puy-en-Velay et dans le même temps à Brioude. Pour en parler avec nous, Corinne Bringer, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe de la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Loire. À vos côtés, nous retrouvons Martine Noireau, principale du collège Jules Vallès. Bonjour. Bonjour. Christine Ginès, vous êtes directrice du CIO. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis, je termine avec vous, Jean-Paul Laval, en tant que seul représentant de la jante masculine dans cette table ronde. Vous êtes le directeur de l'enseignement catholique sur le diocèse du Puy-en-Velay et donc en Haute-Loire. Bonjour à vous, Jean-Paul. Bonjour. Alors nous parlons de Nuit de l'orientation, c'est un événement organisé notamment par la Chambre de commerce et d'industrie. Alors Corinne Bringer, ça peut surprendre un certain nombre de nos éditeurs. Pourquoi est-ce que c'est vous, la CCI, qui organisez ce genre d'événement ? Tout d'abord parce que notre rôle est d'être en appui des entreprises et les chefs d'entreprise ont besoin de recruter des jeunes et du personnel qualifiés qui ont des formations en adéquation avec leurs besoins. Et donc, c'est nécessaire du coup de se rapprocher également des jeunes, des enseignants pour travailler sur les formations, mais aussi sur l'orientation de ces jeunes-là pour qu'ils connaissent davantage les métiers, les entreprises, et que du coup, ils puissent s'orienter en connaissance de cause. À qui ça adresse une nuit de l'orientation ? Alors, ça s'adresse aux collégiens, alors à partir de la classe de 4e et de 3e, aux lycéens et également aux étudiants, puisque même s'ils ont déjà fait un premier parcours d'orientation, ça ne s'arrête pas là et ils peuvent encore avoir certaines incertitudes sur certains métiers, même s'ils ont choisi une filière et peut-être changer de voie. Christine Ginès, collégien, c'est quand même très tôt, non, pour s'orienter. On a quel âge quand on est au collège ? Entre 12 et 16 ans ? Je suis pas très bon sur les âges. Voilà, c'est ça, entre 12 et 16 ans. Mais l'orientation, c'est un chemin qui commence, on peut dire, dès la 5e, parce qu'on commence à s'intéresser aux métiers, les métiers qui sont dans son entourage, les métiers qui sont dans la famille. Sachant qu'en classe de 3e, on aura quand même une décision à prendre sur les études que l'on va faire. Est-ce qu'on va faire plutôt des études générales, des études professionnelles ? Et donc, pour prendre cette décision en 3e, il est important qu'on commence à réfléchir déjà assez tôt, parce qu'une décision, ça se prend pas du jour au lendemain et qu'on a besoin de bien la préparer. Donc, je dirais que l'orientation, c'est un chemin qui est semé d'un certain nombre d'étapes indispensables. Et au cours de ces étapes, il va falloir s'informer, c'est-à-dire connaître les métiers, s'informer aussi sur les études qui existent, sur les différentes formations, prendre conseil auprès de ses parents, auprès de son entourage, auprès de ses professeurs, éventuellement auprès des conseillers d'orientation psychologues. Et lorsqu'on va arriver en 3e, que l'on ait rassemblé suffisamment d'informations et de conseils pour prendre une décision en bonne connaissance de cause. Qui prend cette décision-là ? Ça veut dire quoi s'orienter déjà ? Alors, s'orienter, c'est prendre un grand nombre de petites décisions. Par exemple, c'est le passage dans la classe supérieure, le choix d'une option, ou dans certains cas, postuler pour suivre une formation de bac professionnel, par exemple. Et dans ce cas-là, on aura à subir une sélection. Donc, pour s'orienter, on a un grand nombre de critères qui rentrent en compte. On a d'abord les centres d'intérêt. La première chose qu'on se demande, c'est ça. Qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie ? Est-ce que j'ai envie de travailler plutôt à l'extérieur ? Est-ce que je me sens bien en groupe ? Voilà. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse ? Deuxième chose, c'est dans quelle durée d'études je me projette ? Est-ce que j'aime bien l'école ou est-ce que j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus concret très tôt ? Ensuite, qu'est-ce que les parents souhaitent ? Voilà, parce que le projet des parents... Ça, la voilà. place des parents, des professeurs dans le choix d'orientation, mais évidemment, ça a une place très importante. Voilà, donc une fois qu'on a élucidé un petit peu tous ces désirs, bon, après on est confronté aussi au principe de réalité, c'est-à-dire qu'est-ce qui sera possible si j'ai des compétences plutôt dans telle matière ou si j'ai des points faibles. Donc on va tenir compte de tout ça et on va essayer, avec l'aide des professeurs dans l'établissement, de voir quelle est la partie commune entre ce qui m'intéresse et ce qu'il est possible de faire. Je me tourne vers vous, Martine Noireau, vous êtes principale du collège Jules Vallès au Puy-en-Velay, vous croisez tous les jours des filles et des garçons qui ont entre 12 et 16 ans. Franchement, est-ce qu'ils parlent comme ça de leur futur métier ? Est-ce qu'ils y pensent ? Ils n'ont pas tous envie d'être footballeurs quand ils sont plus grands ou stars de la télé ? Heureusement Chanteuse pas tous. Heureusement pas tous quand même. Est-ce qu'ils y pensent ? Certainement, mais c'est vrai que c'est pas forcément une préoccupation première et c'est tout à fait normal. Alors disons que on va mettre en place un dispositif qui va leur permettre quand même de se concentrer sur cette question-là,
de l'amener tout doucement à travers des étapes dont a parlé Madame Ginès, effectivement, et donc de commencer à entrer dans cette réflexion-là qui est celle de qu'est-ce que je vais faire quand je serai grand. Voilà. Ça passe par quoi? Par des ateliers, par des découvertes? Alors, il y a un stage, on sait, en 3e. Voilà, donc, disons que cette démarche va démarrer dès la 5e. Mais en 3e, on va avoir quand même une accélération, puisque, comme cela a été dit précédemment aussi, tous les élèves de 3e vont être amenés à prendre en fin de 3e une décision. Hein. Ils vont devoir quitter le collège, aller vers le lycée ou vers le général ou professionnel ou vers l'apprentissage. Ils vont quitter le collège. Donc, ils vont prendre une décision. Et cette décision, il faut qu'elle soit la plus positive possible pour chacun d'entre eux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas subir cette étape-là. Voilà. Parce que, L'idée, très honnêtement, quand on parle d'orientation en 3e, oui. pour beaucoup d'auditeurs, j'imagine, la question, c'est de se dire, est-ce que j'ai les moyens, en termes de bulletin scolaire, d'aller en seconde générale? C'est pas ça l'orientation? C'est une question qui se pose, hein, effectivement, mais disons que le plus possible, ce qu'on va essayer de faire, nous, c'est d'amener les élèves à prendre conscience de leurs capacités, de leurs goûts, de leurs aptitudes, mais aussi de tenir compte effectivement du principe de réalité qui fait que l'accès par exemple à une seconde générale et technologique ne va pas forcément être d'actualité pour tout le monde. Pour autant, je crois que l'idée, c'est que chacun puisse trouver sa voie. Il n'y a pas de bonne orientation, de mauvaise orientation. Il y a, disons, un chemin qu'on s'efforce de faire, des renoncements peut-être aussi, mais ça fait partie de la vie, des envies, des désirs, et on va essayer de mettre un petit peu en musique toute cette dynamique pour parvenir à une décision qui soit, on l'espère, la plus positive possible. Jean-Paul Laval, très simplement, vous militez pour le droit à l'essai dans l'orientation. Vous avez l'impression qu'on sacralise un petit peu trop ces étapes-là dans un parcours scolaire? Moi, j'ai bien aimé la phrase de Madame Ginès quand elle dit c'est une série de petites décisions successives qui orientent grandement la vie. Avec une incidence très importante. Hein. Bien sûr, mais avec aussi des droits. Alors, le mot essai peut paraître péjoratif, ça donne un peu expérience. Je le verrais plutôt comme droit à l'expérimentation. Le jeune ne sait pas nécessairement ce qu'il veut faire immédiatement et il ne sait pas toujours non plus quelles sont les meilleures voies pour accéder à ses envies. Et c'est là où le rôle de l'adulte est important, c'est de montrer des possibles, ouvrir des possibles. Et pas seulement fermer des portes. Souvent, les jeunes disent « j'ai été orienté », laissant à d'autres... mal orienté. J'ai été orienté. Alors le mal, on peut le sous-entendre, il n'est pas nécessairement exprimé toujours. C'est ce qu'on entend le plus souvent aussi. Mais c'est vrai, les autres ne le disent pas. Qui d'entre nous dit « j'ai été bien orienté » ? Pourtant, si nous sommes là autour de cette table, c'est que nous considérons avoir fait un chemin personnel qui prouve que nous avons eu à des moments donnés de notre vie, les uns et les autres, des orientations à prendre, et que nous avons prises aussi en fonction de ce que nous avions autour de nous. Il y a quelque part le croisement entre le désir et puis l'opportunité, entre le désir et la contrainte. Et l'orientation, c'est un chemin de vie. C'est pas un parcours linéaire. Martine Noirot l'a dit, elle y insiste souvent. C'est pas un parcours linéaire qui est tracé par avance, avec de bonnes orientations, de bonnes pistes et de mauvaises pistes. Il n'y a pas de bonne piste pour qui ne sait où il va, et il n'y a pas de mauvaise piste pour qui est capable de se rattraper à tous les tournants. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut dire aux jeunes. On ne fait rien de définitif à 16 ans. À 62, vous voyez, j'ai même pas l'impression d'être encore capable de dire que je fais quelque chose de définitif. Et pourtant, le temps de mon orientation est un peu loin derrière moi. Mais dans ma vie professionnelle, j'ai eu l'opportunité et l'envie de changer de piste plusieurs fois pour faire des expérimentations différentes. Et je me dis que ce droit que la vie m'a permis d'avoir, eh bien, je ne vois pas pourquoi je le dénierais aux jeunes dont j'ai un petit peu la charge. La majorité des parcours sont peut-être un peu plus linéaires que le vôtre, Jean-Paul Laval, même si vous avez amené aujourd'hui à un poste important pour l'enseignement catholique. Mais quand on a 16 ans, on change beaucoup d'avis. Globalement, on change de copain, et puis le lendemain, on en a un autre, et puis après, on change d'idée. Un jour, on veut être, journaliste, le lendemain, on veut être directeur de l'enseignement catholique, et puis après, principal de Jules Vallès, directrice du CIO, ou travailler à la CCI. Enfin, on a plein d'idées différentes, ça foisonne un petit peu là-dedans. Comment est-ce qu'on arrive à faire
le choix? Alors, je crois qu'on a bien dit tout à l'heure que l'orientation, c'est quelque chose qui dure toute la vie, dans une certaine mesure, et que lorsqu'on fait des choix, on les fait pas forcément pour la vie éternelle. Donc, je crois que la pression que les jeunes et les parents ressentent sur l'orientation, c'est souvent parce qu'ils ont l'impression que la décision qu'ils vont prendre demain engage toute leur vie. Or, on sait bien, si on regarde autour de nous, que les parcours sont divers et qu'au cours de la vie, la plupart des gens vont exercer plusieurs métiers. Et si toutefois ils exercent le même métier, ils vont l'exercer dans des contextes très différents. Donc, on fait des choix, c'est certain, mais on n'engage pas néanmoins une vie entière. Donc, il faut se libérer un petit peu de cette pression que parfois on ressent et qu'on a l'impression qu'une décision va avoir des conséquences irrémédiables. Et le système scolaire, je trouve quand même, s'assouplit un petit peu par rapport à ça, puisque de plus en plus, on a des passerelles qui sont possibles, c'est-à-dire qu'entre l'enseignement technologique, l'enseignement professionnel, il y a des voies de passage qu'il n'y avait pas avant. C'est-à-dire que les études, c'est pas rentrer dans un tuyau et en sortir au bout. C'est quand même de plus en plus réajuster le tir à chaque étape au fur et à mesure des années. Malgré tout, comment est-ce qu'on fait pour arriver à accompagner et aider un jeune qui se poserait des questions sur des métiers qui sont totalement différents, des études qui peuvent être très courtes ou parfois très longues? Alors, je crois que quand on a 15 ou 16 ans, il y a C'est pile ou face? Non. Mais il y a quand même des deuils qui sont à faire parce que, bon, en écoutant les jeunes, on se rend bien compte que si toutes les jeunes filles qui veulent s'occuper d'enfants ou tous ceux qui veulent s'occuper d'animaux le faisaient, eh bien, on aurait beaucoup trop de vétérinaires. Donc, on sait bien qu'il y a des choses qui font partie aussi des rêves de l'enfance et puis que tout le monde n'exercera pas forcément un métier qui est lié à sa passion du moment. Bon, on le sait bien. Mais ensuite, au fur et à mesure que la maturation arrive, les élèves de lycée, par exemple, ne vont pas raisonner de la même façon parce qu'ils vont se préoccuper des perspectives économiques, de l'insertion professionnelle, etc. Et donc, on est vraiment dans un processus qui évolue avec la maturité du jeune. Et c'est pour ça que la décision qu'on va prendre en troisième, ce que l'on va aimer en troisième, c'est pas forcément ce qu'on choisira 2 ou 3 ans plus tard. Et c'est ce qui est normal d'ailleurs, puisqu'on a affaire en matière d'orientation à des adolescents qui sont en devenir. C'est de la matière vivante, évidemment. Martine Noireau, vous avez aussi donc les élèves en contact régulièrement, les parents, j'imagine, quand vous dites, tiens, cette orientation est possible à la fin de la troisième, peut-être que des parents disent, non, mais moi, j'ai pas du tout imaginé ce genre de choses et ce genre de parcours pour mon fils ou ma fille. Quelle place laisser, finalement, la parole des représentants légaux, des parents, dans ces choix-là? Je crois que les familles ont une grande part là, effectivement, et ils leur auraient laissé un grand rôle dans l'accompagnement de leurs enfants. Après, effectivement, à un moment donné, il faut que... Je crois aussi, on parle du rôle des parents, mais je crois aussi qu'il faut que les enfants, et notamment en fin de troisième, deviennent acteurs. Je crois qu'il faut qu'ils prennent cette part-là qui va les amener à faire des choix, des petits choix. On a parlé tout à l'heure des petits choix, mais je crois aussi que voilà, le rôle du parent me semble être un rôle d'accompagnement, mais d'accompagnement, d'aider son enfant à faire des choix. Et à devenir à sa place. Et devenir acteur, voilà. Pas évident même quand même, quand on a 16 ans de se rebiffer un petit peu entre guillemets en disant pas non mais j'ai pas envie de faire ça moi, forcément. papa, maman. Oui. Non, mais bien évidemment, la plupart du temps, les choix en fin de troisième ne sont pas aussi catégoriques, on va dire. Puis comme l'a dit ma collègue aussi, ce qui est très important, c'est que il faut vraiment insister là-dessus. Maintenant, effectivement, il n'y a rien de définitif, bien heureusement, en fin de troisième et à 16 ans, bien heureusement, et moins que jamais, de nos jours moins que jamais. Voilà. Pour parler de la place des parents, Jean-Paul Laval, il y a aussi cette question on parlait tout à l'heure de principe de réalité. De l'orientation économique, est-ce que j'ai les moyens ou pas de faire des longues études à Lyon, à Paris, parce que j'ai envie de faire cette filière-là? Peut-être que pour certains, ça peut être compliqué. Comment y faire face? Comment les parents peuvent aborder cette question-là? C'est pas simple aussi, je pense, de dire à ses enfants, j'ai pas les moyens de réaliser le rêve que tu avais peut-être imaginé. Alors, c'est le genre de questionnement qui n'est peut-être pas d'actualité au niveau des élèves de 4e, 3e, mais beaucoup plus au niveau des choix de terminale. Lorsqu'on va vers les études supérieures, effectivement, la question de la contrainte économique se pose, et elle se pose à notre époque comme elle ne se posait pas 20 ou 30 ans en avance. Et c'est vrai qu'un certain nombre de familles peuvent être parfois dissuasives dans le choix de leurs enfants en disant ça on ne pourra pas.
On ne pourra pas seul. Il faut aussi, à ce moment-là, faire référence aux prêts, aux capacités qu'ont les jeunes de faire un emprunt étudiant, un prêt d'honneur, de bénéficier de certaines bourses, de certaines fondations accompagnant des vocations. Il ne faut pas renoncer. Ça, vraiment, pour moi, c'est quelque chose de fort. Je ne voudrais pas qu'on imagine que les jeunes renoncent à leurs envies uniquement parce que les contraintes financières des parents ne le permettent pas. Sinon, ça voudrait dire qu'on va bâtir une société de gens frustrés qui n'auront pas pu faire ce qu'ils voulaient parce que le modèle économique ne le permettait pas. Eh bien, si c'était ça pour beaucoup de gens, on se préparerait des lendemains difficiles. Comment être heureux demain dans un boulot qu'on a choisi à contre-cœur uniquement parce que ce boulot-là, les parents pouvaient au moins vous permettre d'y accéder. J'ai encore le rêve d'une société où un certain nombre de jeunes pourront réaliser leurs envies en fonction évidemment de leurs capacités personnelles. Je ne parle pas des capacités financières, là, mais bien des capacités intellectuelles, des capacités personnelles. Intellectuelles, pas au sens de l'intellect pur, manuel aussi. Les jeunes ont des talents variés, et peut-être que notre système scolaire ne fait pas la part assez belle aux talents qui ne sont pas de nature purement intellectuelle. On sait très bien calibrer une capacité à réussir en maths et en français, on sait bien moins à calibrer une capacité manuelle, un sens de l'imagination, ou bien la capacité à faire travailler, à faire naître de la matière quelque chose de concret. Et peut-être que là aussi, on a de gros progrès à faire. Je voudrais simplement dire, pour la place des parents, il y a un des éléments qui me paraît très fort dans le choix des métiers qu'exercent les jeunes, c'est la manière dont leurs parents parlent de leur propre métier. Quand des parents se plaignent tous les jours de faire un boulot et je ne mettrai pas de qualificatif, ils n'en manquent pas, et ils sont parfois fleuris. Un métier qui ne leur plaît pas. Il ne faut pas imaginer que leurs jeunes aient envie forcément de prendre la suite. Et je pense particulièrement, et Corinne est mieux placée que moi encore pour en parler, au métier de l'artisanat, du commerce et de l'hôtellerie. Et on voit la différence entre certaines conceptions, par exemple dans l'hôtellerie, entre le modèle français et le modèle autrichien. En Autriche, le système successoral est pratiquement le modèle de transmission à 90%. En France, il est à 20% seulement. Il y a tellement de gens qui disent que le métier qu'ils font est un métier décourageant que l'image transmise à leurs enfants n'est pas valorisée. Eh bien, il me semble que le premier contact que les jeunes ont avec l'orientation, c'est le langage du quotidien en famille, et il n'attend pas celui-là, ni la classe de 4e, ni la classe de 3e, mais dès le plus jeune âge, l'enfant baigne dans un milieu où la notion du travail effectué par les parents est porteuse ou pas porteuse. Et ça me paraît fort. Et c'est une contrainte qui n'est pas qu'économique. C'est important, Christine Ginès, justement, ce point de vue des parents qui parlent plus ou moins bien de leur expérience. Alors, il faut lutter contre ça parfois aussi. Moi, je trouve que quand on est parent, on n'a pas beaucoup de recul par rapport à la situation de son propre enfant, c'est bien évident, et on a besoin d'une aide de tierces personnes. C'est pour ça que les enseignants dans les collèges, les chefs d'établissement, les conseillers d'orientation jouent le rôle de cette tierce personne, parce que pour certains parents, ils vont avoir des ambitions démesurées pour leur enfant, parce qu'ils n'ont pas forcément conscience de ces difficultés, et parfois c'est l'inverse. Parfois, les parents ont une vision un peu réductrice et n'encouragent pas l'ambition des enfants. Donc je pense que dans les établissements scolaires et au CIO, on essaye d'avoir un regard extérieur pour permettre aussi, alors parfois d'élargir les horizons et puis de découvrir des pistes qu'on n'avait pas forcément soupçonnées. RCF, l'essentiel. RCF, branchez-vous sur l'essentiel. On va continuer cette émission toujours avec donc Martine Noireau, principale du collège Jules Vallès au Puy-en-Velay, Christine Ginès, directrice du CIO en Haute-Loire, Corinne Bringer, directrice adjointe de la CCI Haute-Loire, et Jean-Paul Laval, directeur de l'enseignement catholique sur notre département. Autour de l'orientation, je me retourne vers vous, Corinne Bringer. Cette nuit de l'orientation, qu'est-ce qu'on y trouve globalement? Parce que finalement, on a compris, l'orientation c'est très complexe. On y trouve quoi? Alors des parents, j'imagine, évidemment, des élèves et puis des professionnels. Voilà, alors il y aura en fait 4 espaces très distincts. Un espace qu'on appelle espace professionnel, où on va y trouver environ 90 professionnels cette année. Donc ce qui fait quand même un panel de métiers différents assez important. 90 professionnels répartis sur 24 familles de métiers, où les jeunes pourront donc aller sur le stand du médecin, sur le stand de l'institutrice ou bien de l'informaticien pour poser toutes les questions sur qu'est-ce qui se cache derrière ce métier-là. Parce que bien souvent, il faut lutter aussi contre des idées reçues
sur certains métiers. Alors certains qui sont en vogue et où peut-être les jeunes idéalisent complètement le métier qui se cache derrière tel ou tel intitulé. Au hasard, police scientifique. Très à la mode ces temps-ci. Les séries télé, la décoration aussi. Ils jouent beaucoup, voilà. Même alors, pour certains métiers, c'est une chance. La télé apporte un regard nouveau sur certains métiers, comme les métiers de la restauration, puisque c'est vrai que ce sont des métiers aujourd'hui un peu difficiles, où on a du mal à recruter dans le service, dans la restauration. Et parfois, la télé aide bien à donner une autre image et à donner d'autres envies. Bon, il y a encore des métiers sur lesquels il faut communiquer et un petit peu changer le côté négatif, comme les métiers de l'industrie, où on a parfois encore une image un peu Zola, alors qu'aujourd'hui, l'industrie, c'est propre. L'industrie, il y a des machines, il y a des automatismes. Et ça peut aussi intéresser des jeunes de travailler sur des machines à commande numérique. Et c'est pas que du travail à la chaîne dans la saleté. Donc, il faut vraiment regarder un petit peu les métiers différemment. Et cet espace métier, je pense, peut apporter des réponses à bon nombre de questions. Donc, on a l'espace orientation avec les conseillers du CIO qui, donc là, vont faire des entretiens individuels en face à face. Il y a l'espace multimédia avec donc une panoplie d'ordinateurs avec des logiciels qui permettront aux jeunes, en répondant à un questionnaire, de déterminer un peu leur profil. Et à partir du profil qu'ils auront déterminé, ils pourront s'orienter vers une borne interactive qui s'appelle l'explorateur des métiers, où là, il y a 500 vidéos de métiers différents, avec à la fois une explication technique du métier, un témoignage d'un professionnel et les études qu'il faut faire pour arriver à ce métier-là. Et puis, comme on a dit que l'orientation était quelque chose de stressant, qu'il y avait de la pression et sur les jeunes et sur les parents, et par les parents parfois sur les jeunes, on a voulu faire une soirée conviviale, et le thème, c'est s'orienter sans stress. Et donc, il y a tout un espace animation où le jeune pourra se détendre avec... il y aura un caricaturiste qui va faire des portraits, un stand jeux vidéo, et puis des danses africaines et de la musique. Un côté très ludique autour de l'orientation. Je me tourne vers vous, Christine Ginès. Tout simplement, alors j'imagine peut-être que ça vous hérisse le poil d'entendre qu'il y a des ordinateurs qui font le travail d'un conseiller du CIO, mais même s'il ne faut pas prendre comme argent comptant, on l'aura bien compris. Mais est-ce qu'il y a vraiment ces difficultés du métier rêvé finalement, qui a l'air hyper sympa à la télé et qui est évidemment très différent finalement quand on en pratique au quotidien? Alors, disons que ça, c'est ce qu'on appelle les représentations. C'est-à-dire qu'on a tous en tête des représentations sur les métiers. C'est bien pour ça que dans le cursus scolaire, il y a des stages de découverte en entreprise pour voir la réalité sur le terrain. Quant aux ordinateurs, non, on leur en veut pas de faire notre travail, mais c'est un outil en fait. Voilà, c'est un outil au service de la réflexion sur l'orientation. C'est-à-dire que chaque fois qu'un jeune va passer un questionnaire, parce que nous aussi au CIO on en a, on en fait passer souvent, lorsqu'on a répondu à un questionnaire sur les activités qu'on aime, sur les métiers dans lesquels on se projette, eh bien ça donne un appui à la discussion. À partir de là, le jeune est d'accord ou pas d'ailleurs sur les résultats. Les parents sont parfois surpris, ça confirme ou au contraire ça contredit ce qu'on avait prévu. Et donc ça permet justement de rentrer dans la discussion. Donc je crois qu'on dira jamais que l'ordinateur il donne la solution, bien entendu, mais que c'est une base à partir de laquelle on va pouvoir explorer justement de manière plus approfondie. Une piste de réflexion. Oui. Une question qui s'adresse un petit peu à tout le monde. Est-ce qu'on s'oriente vers un métier ou vers des études ? Certains, on entend parfois, tiens, j'ai envie de faire des études courtes parce que j'ai envie de travailler rapidement pour partir de chez papa et maman. Ça peut être une réflexion. Je crois que les deux sont inextricables, parce que dans tout choix, il y a la perspective du métier, mais il y a aussi la forme des études. Et je crois que sur votre médecin, quelqu'un qui veut être médecin, c'est dur de faire des études courtes. Voilà, mais je veux dire, quelqu'un qui va être médecin, si le type d'études le rebute, il va vite changer de projet. Donc je crois que c'est un petit peu un mix des deux qui fait que c'est surtout quand on ne sait pas qu'on va choisir un certain type d'études. Par exemple, on va rester dans des études générales le plus longtemps possible. Exemple, après la 3e, je vais au lycée d'enseignement général. Je sais que je reporte mes choix à la terminale. Si je suis au lycée, je vais faire... si j'ai les résultats je vais faire une classe préparatoire aux grandes écoles. Je sais que je reporte mes choix un petit peu plus tard, ou je vais aller à l'université, donc je ne me décide pas tout de suite. Mais
il y a forcément un moment où les études doivent devenir professionnelles pour correspondre quand même à une insertion. Mais ça ne se fait pas au même moment pour tout le monde. Martine Noireau, quand on croise des étudiants, des jeunes comme ça, est-ce qu'on leur dit attention, par exemple la fac, c'est très différent d'un BTS, est-ce qu'on peut orienter aussi dans cette réflexion-là, même si vous sont un petit peu plus jeunes, mais par rapport à la manière dont on étudie dans ces établissements? Alors, c'est vrai que ça fait partie de la réflexion dans laquelle on essaye d'amener les jeunes, les élèves, effectivement, de se projeter à travers des types d'études plus ou moins, effectivement, des études plus ou moins longues, des études plus ou moins concrètes. On parlait de représentation, de se représenter effectivement des métiers et différentes façons d'y accéder. Je pense par exemple à l'apprentissage, qui est une formule tout à fait différente pour le coup, et là très concrète et dans un immédiat relativement proche pour les élèves. Donc voilà, certains élèves, chaque année, certains élèves font le choix de l'apprentissage parce que justement, ce sont des élèves qui ont envie, qui ont le désir d'accéder rapidement à un métier, une formation, et puis plus tard aussi à un travail dans un délai assez court. On en reparlera ça avec notamment Corinne Bringer. Jean-Paul Laval, vous qui avez dans votre panel de formation au sein de l'enseignement catholique un certain nombre de Bac plus 2, Bac plus 3, vous jouez, il faut être très clair sur l'idée que voilà, c'est un peu plus encadré que la fac. Est-ce que c'est un bon mode de réflexion dans l'orientation? Alors, tous les lycées sur la place n'offrent pas des BTS, mais la plupart, privés et publics, offrent des possibilités de formation à Bac plus 2, Bac plus 3. L'argumentaire est souvent le même. L'argumentaire, c'est d'offrir à des jeunes pour qui ce type d'études courtes présente un intérêt immédiat, c'est de leur offrir tout de suite une possibilité de rentrer dans le concret, sachant que les études à Bac plus 2 et à Bac plus 3 n'interdisent pas la poursuite d'études. Ça, vraiment, pour moi, c'est le point sur lequel je voudrais insister. À une période où la formation tout au long de la vie est non plus un leitmotiv, mais vraiment une réalité, parce qu'on sait très bien que dès l'instant où on a travaillé quelques années, il faut se requalifier, quel que soit le métier qu'on fasse, la formation et l'orientation doivent suivre exactement le même process, c'est-à-dire tout au long de la vie. Et il ne faut pas enfermer le jeune dans les études qu'il va faire maintenant. Martine évoquait l'apprentissage. L'apprentissage, ça va du niveau CAP au niveau ingénieur. Personnellement, j'ai un fils qui est ingénieur, dirigeant d'entreprise aujourd'hui, qui a fait sa formation d'ingénieur par la voie de l'apprentissage. C'était un choix très personnel, très raisonné, et par des concours de circonstances, ça aussi, le croisement, ce que je disais tout à l'heure, les envies et les opportunités, il a racheté l'entreprise dans laquelle il a été élève ingénieur, apprenti ingénieur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de parcours qui sont prédéterminés. Il y a aussi la capacité pour chacun d'avancer. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer un garçon qui était arrivé d'Espagne à l'âge de 12 ans, sans parler un mot de français. 35 ans après, à l'âge de 47 ans, je le recrutais comme directeur de l'École supérieure de commerce de Clermont-Ferrand. Ce garçon avait 2 diplômes affichés dans son bureau, 2 sur la série qu'il avait. Il avait son CAP de tourneur, son premier diplôme, et son doctorat en épistémologie. Si ça ne dit pas quelque chose d'un parcours non linéaire et de la capacité qu'on a à tous les moments de sa vie de changer, imaginez, CAP de tourneur, c'est-à-dire vraiment engagé dans des études manuelles de base, jusqu'à un doctorat en épistémologie pour diriger une école supérieure de commerce, et aujourd'hui il dirige un grand groupe parisien en la matière. Voilà la preuve qu'il n'y a pas de parcours prédéterminé, mais des constructions. C'est aussi ça qu'on voudrait donner à nos jeunes, cette idée que chaque geste d'orientation qu'ils posent est un geste qui l'engage, mais qui ne l'engage pas définitivement. Il n'y a pas de geste gratuit. Si on fait ça a des conséquences. On fait marche arrière, mais c'est un peu de temps perdu. Donc il n'y a pas de geste purement gratuit, mais il n'y a pas de geste définitif. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de fort. Pas forcément en plus du temps totalement perdu. On Bien peut sûr apprendre que non. aussi de ses erreurs et tout. On apprend aussi beaucoup à proportion. Je le dis parfois aux jeunes et en particulier maintenant à mes petits-enfants, je ne suis pas sûr que ça soit très vendeur comme message. Et pourtant, c'est le fond de ma conviction. On apprend dans la vie à proportion de ce qu'on souffre. Autrement dit, il n'y a pas d'apprentissage qui soit sans difficulté, quel que soit l'apprentissage du chemin qu'on fait. Bon, vous n'avez pas répondu à ma question, du coup je me tourne vers Christiane Ginès qui va peut-être, elle, va me répondre. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, voilà, va plutôt sur une orientation BTS, IUT, parce que gros encadrement, plus de proximité entre le corps professoral et les étudiants,
Ou est-ce qu'on peut leur dire, ben non, voilà, la fac, ça va être plus compliqué parce que il y a plus d'élèves? Alors, avant de répondre à cette question, c'est nous qui posons des questions. C'est-à-dire que moi, quand je reçois un jeune, je vais lui demander quelle est sa manière de travailler, quelle est son autonomie, quelle est sa maturité, est-ce qu'il a besoin qu'on soit derrière lui, quel temps il passe à son travail personnel. Et une fois que j'aurai compris un petit peu son fonctionnement en tant qu'élève, là, je pourrais dire, je te vois plutôt dans tel ou tel type d'études. Mais c'est vrai que c'est pas à moi de décider sans avoir les éléments de la personne. Et c'est pour ça que l'orientation, comme je le disais tout à l'heure, il suffit pas d'être informé, mais il faut aussi avoir une réflexion et un accompagnement parce que chaque personne est différente devant les apprentissages et devant les études. Donc, il y a toutes ces dimensions à prendre en compte avant de conseiller tel ou tel type d'études. Corinne Bringer, je vais terminer avec vous cette table ronde autour de l'orientation et de la nuit de l'orientation qui se déroule, je le rappelle, ce jeudi 1er mars au Puy-en-Velay à Brioude. Vous avez fait quoi? Vous avez un peu truqué les machines et les ordinateurs pour que les gens aillent en orientation sur les métiers qui sont en tension, comme on dit? Parce que j'imagine que c'est ça aussi qui est important. Pas Est-ce du que tout. l'économie rentre en jeu? Pas du tout, non, on n'a rien truqué du tout. On a vraiment essayé d'offrir... C'est important pour vous aujourd'hui que des jeunes s'orientent sur certains métiers où finalement on a du mal à recruter. C'est important puisque on est face à une réalité où on a, malgré des taux de chômage importants localement, régionalement et nationalement, il y a encore des métiers qui ont du mal à recruter. Et c'est un peu frustrant parce que on se dit mais comment se fait-il que certains chefs d'entreprise nous appellent en nous disant là je vais avoir besoin de recruter massivement et je crains de ne pas y arriver. Alors il y a les métiers de l'industrie, il y a les métiers de l'hôtellerie-restauration, du transport et c'est vrai que pour nous chambres de commerce c'est un peu frustrant. Alors ça passe par de l'information et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui impliqué dans des opérations comme la nuit de l'orientation. C'est pourquoi aussi on a fait et on continue à faire des visites d'entreprise. Donc on avait monté un certain nombre d'opérations pour les 4e où on emmenait 500 collégiens par an visiter une vingtaine, trentaine d'entreprises. On s'implique dans la semaine de l'industrie qui va commencer au mois de mars où là aussi on explique, on redonne une image des métiers industriels. Voilà, c'est des actions régulières, continues, et en espérant que ça porte ses fruits. Finalement, le mot de la fin, ça pour Christine Ginès. Est-ce qu'on regarde les métiers qui sont en tension avant d'orienter les jeunes? Ou est-ce que vous leur dites non, d'abord vos souhaits et puis après l'économie? Je crois que c'est pas la première chose qu'on va dire en particulier à un collégien. On va pas regarder avec lui quels sont les métiers où il y a collégien, besoin. C'est vrai que ça paraît un peu loin et Voilà. ça a le temps de changer entre-temps. Donc je pense qu'au départ, on est tenu quand même de travailler dans le respect de la personnalité du jeune et de ses projets d'avenir. Mais je crois que c'est avec la maturité que petit à petit, le jeune va aussi se caler sur la perspective de l'insertion, parce que c'est aussi sa préoccupation. Évidemment. Merci à vous quatre. Donc, Christine Ginès, directrice du CIO Haute-Loire, Martine Noireau, principale du collège Jules Vallès au Puy-en-Velay, Corinne Bringer, directrice adjointe de la CCI Haute-Loire, et puis Jean-Paul Laval, directeur de l'enseignement catholique sur notre département. Merci.